50 millions d'habitants, 12 nationalités, 11 langues, 2 alphabets et 5 confessions différentes. Ça, c'est l'Autriche en 1910. Sacré mélange. Sauf qu'il fut un temps où ce pays s'appelait simplement l'Autriche. Alors, pourquoi ce changement? Comment cet empire a pu tenir avec des habitants aussi différents les uns des autres? Et pourquoi a-t-il disparu? Bienvenue sur la chaîne Histoire et Histoire. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de l'Autriche-Hongrie. Depuis la fin du Moyen-Âge, un duché du Saint-Empire romain germanique appartenant à la famille des Habsbourg s'est développé et a grandi au point de devenir une grande puissance, l'Autriche. Cette puissance est devenue un empire en 1804 et elle s'est renforcée en 1815 après la défaite de Napoléon et l'organisation du Congrès de Vienne qui redessine les frontières de l'Europe et fait triompher le retour de la monarchie absolue en France, dont l'Autriche en est le modèle. Avec un territoire de 650 000 km², elle apparaît comme une grande puissance européenne, en surface du moins, car les idées portées par la Révolution française de nationalisme, de liberté, d'égalité politique, l'inverse de la monarchie absolue, n'ont pas totalement disparu. Elles ressurgissent brutalement en 1848, lorsqu'une révolution éclate en France et renverse à nouveau la monarchie. Pour l'Autriche, c'est plutôt inquiétant. Mais ça l'est encore plus quand la révolution s'étend dans toute l'Europe. C'est ce qu'on appelle le printemps des peuples. Toutes les populations d'Europe se révoltent contre leur monarque. Les revendications ne sont pas toutes identiques. En Italie et en Allemagne, les populations souhaitent s'unifier dans un seul État. Mais en Autriche, comme dit plus tôt, il y a plein de populations différentes. Allemands, Hongrois, Tchèques, Slovaques, Italiens, Roumains, Serbes, Croates, Slovènes, Polonais et Ukrainiens. Elles sont réparties en 4 groupes linguistiques. Allemands, Hongrois, Slaves et Latins. Certaines nationalités réclament l'instauration d'une monarchie constitutionnelle, ou plus d'autonomie, voire l'indépendance. D'autres révolutionnaires slaves, poussés par la Russie, rêvent de créer une nation réunissant les peuples slaves de l'Empire. C'est une idéologie appelée le panslavisme. Pendant plusieurs mois, des révoltes éclatent un peu partout dans le pays. Une révolution est à craindre, et elle arrive plus ou moins. Pour commencer, le chancelier Metternich, artisan du Congrès de Vienne et soutien indéfectible de la monarchie absolue, est poussé à la démission et s'exile en Angleterre. Ensuite, la monarchie décide de faire des concessions pour conserver son trône ainsi que son territoire. Instauration de la liberté de la presse, de régime représentatif avec une assemblée, abolition du servage et garantie des libertés individuelles, mais pas d'indépendance. Mais alors, pourquoi ai-je parlé d'empire en déclin un peu plus tôt? Déjà, l'Autriche perd son influence en Italie. Vaincue par la France et le Piémont-Sardaigne en 1859, elle perd la Lombardie. L'empereur François-Joseph ressort humilié et affaibli. C'est à partir de cet instant que la Prusse commence à organiser l'unification allemande et que les peuples d'Autriche contestent à nouveau son autorité. Il faut donc encore réformer l'empire. Et ce qu'on peut dire, c'est que ça a pris du temps. D'abord, l'empereur rédige en 1860 le diplôme d'octobre, une constitution reconnaissant les revendications des peuples de l'empire en établissant des diètes, des assemblées locales avec un pouvoir législatif. Puis l'année d'après, il rédige la patente de février, qui instaure un parlement centralisé à Vienne. Mais ça ne calme pas les oppositions. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a aucun peuple majoritaire dans l'empire. Même les Allemands, qui sont les plus nombreux, ne représentent que 21% de la population. C'est donc très difficile pour chaque peuple de s'imposer sans faire des compromis. Mais ce qui a précipité les réformes, c'est la politique d'unification allemande menée par la Prusse. L'Autriche tente de s'y opposer, ce qui mène le 15 juin 1866 à la guerre austro-prussienne. Si l'armée autrichienne est plus nombreuse, elle est moins performante. L'armée prussienne mise sur la puissance du feu et l'utilisation du chemin de fer pour être plus efficace, ce qui lui permet d'écraser son adversaire, qui ne s'est pas adapté à la guerre moderne. Après la bataille de Sadova, l'Autriche demande un armistice le 2 août et un traité de paix le 23 août. Les conséquences, j'en avais déjà parlé dans mes précédentes vidéos. L'Autriche est exclue de l'Allemagne et la Confédération germanique est dissoute. Les Allemands s'unifieront, mais pas avec l'Autriche. L'Empire se retrouve affaibli une fois de plus. Les chefs politiques hongrois encouragent François-Joseph à réformer l'Empire, et c'est ce qu'il fait en 1867 en créant l'Autriche-Hongrie. L'Autriche subit une grande réforme administrative après sa défaite contre la Prusse. Mais c'est surtout l'aboutissement de 10 ans de tentatives de changement.
Et le résultat, le voici. François-Joseph crée un gouvernement hongrois qui administre l'ancien territoire de la Hongrie historique. Mais ce n'est pas une indépendance, puisque François-Joseph reste roi de Hongrie et de l'Autriche. L'Empire devient une double monarchie. Un roi pour deux royaumes, avec chacun leur gouvernement. L'Empire austro-hongrois. C'est un compromis qui tient la route. Pour l'instant. Car si les Hongrois acceptent cette situation à court terme, à long terme, ils voient l'indépendance. Quant aux autres nationalités, elles espèrent déjà avoir elles aussi leur propre royaume. Quelles sont les différences administratives entre les deux royaumes? Commençons par l'Autriche, aussi appelée Cisleitanie. Elle est divisée en 17 provinces appelées Kronländer. Les Allemands sont les plus nombreux, mais le gouvernement s'assure du respect de l'article 19 de la Constitution de 1867, qui stipule que tous les peuples d'Autriche ont le droit de préserver leur nationalité et leur langue. Il est même évoqué l'idée de créer un troisième royaume en Bohême. La politique s'y libéralise, puisque le suffrage universel est instauré en 1906, ce qui permet l'émergence de nouveaux partis politiques favorables à l'autonomie de leur nation, mais sans réclamer l'indépendance. En revanche, en Hongrie, aussi appelée Transleitanie, le suffrage censitaire est resté en place, ce qui fait que seul un tiers des hommes de plus de 24 ans peuvent voter. Et puis il y a des partis réclamant l'indépendance, qui, à partir des années 1880, prennent de plus en plus d'importance. Ceci impose notamment à leurs représentants en Autriche de parler les deux langues, hongrois et allemand, alors que seul l'allemand est autorisé au Reichsrat. Concernant le sort des minorités nationales, eh bien c'est un peu tout et son contraire. D'un côté, la Hongrie accorde l'autonomie aux Croates en 1868, et en même temps, elle emprisonne les militants roumains qui la réclament et interdit leurs partis politiques jusqu'en 1905. En fait, cette politique paradoxale s'explique par les divisions entre les deux plus gros partis, les autonomistes, sensibles aux revendications de leurs voisins, et les indépendantistes, qui le sont beaucoup moins. En bref, à la veille de la Première Guerre mondiale, les différentes minorités de l'Autriche-Hongrie ne cherchent pas à détruire l'Empire, mais à le réformer. Les mouvements indépendantistes sont présents, mais plutôt minoritaires, et concernent surtout les Hongrois. La période qui suit la création de l'Autriche-Hongrie est marquée par une croissance économique importante. Après avoir investi dans la construction des chemins de fer dans les années 1830, la monarchie préfère laisser les compagnies privées prendre le relais en leur accordant des concessions. Ces compagnies développent des chemins de fer nationaux et internationaux en reliant les grandes capitales européennes. Plus de 13 000 km de voies ferrées sont construits entre 1854 et 1878. Puis après 1880, l'État rachète les lignes et les exploite à cause du déficit des entreprises privées, ce qui permet d'achever les lignes principales et de créer des doubles voies. Ainsi, dans les années 1880, l'Autriche-Hongrie est reliée à toute l'Europe grâce à ces chemins de fer qu'elle produit elle-même. Et à ce développement ferroviaire s'ajoute un développement financier avec le développement de succursales à la Banque nationale. En Hongrie, l'agriculture connaît un essor important. Le nombre de surfaces cultivables augmente de 1,6 million d'hectares entre 1879 et 1918, et les outils se perfectionnent, même s'il y a de grosses inégalités entre les petits et gros propriétaires, puisque les 1% les plus riches possèdent la moitié des terres agricoles. Concernant l'industrie, la Hongrie rattrape son retard en instaurant des machines à vapeur et augmente la production de houille et de bois. Et avec ce développement industriel, sont adoptées des lois sociales. En 1885 est adoptée la loi des métiers, qui limite le temps de travail à 11 heures, interdit le travail des enfants et le travail de nuit pour les femmes et les adolescents. Et un corps d'inspecteurs du travail est créé pour veiller au respect de la loi. Puis en 1887 est adoptée une loi d'assurance sur les accidents de travail, ce qui permet au pays d'avoir le troisième meilleur système social derrière l'Allemagne et la Suisse. Pour résumer, toutes les industries ou presque sont en croissance, et la taille importante de l'Empire lui permet d'avoir de nombreuses ressources et de rester, malgré ses défaites passées, une grande puissance. Mais pour elle, ça ne suffit pas. Depuis sa défaite contre la Prusse, l'Autriche a décidé de conclure une alliance défensive avec le nouvel État allemand en 1879, puisque ni l'empereur, ni la classe politique ne souhaitaient prendre sa revanche et qui voulaient se protéger de la Russie. Alors pour compenser les pertes territoriales en Italie et la perte d'influence en Allemagne, l'Autriche-Hongrie essaye de renforcer sa position dans les Balkans. Tout commence en 1875, dans l'Empire ottoman, lorsque des révoltes éclatent dans la région de Bosnie-Herzégovine et de la Bulgarie. La répression est très féroce, et la principauté de Serbie décide d'intervenir militairement en 1876, mais est rapidement vaincue. Ces événements choquent toute l'Europe,
et des journalistes russes et anglais réclament une intervention. Cet appel n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, puisque sous couvert de protéger les Slaves, la Russie entre en guerre contre l'Empire ottoman en 1877. Craignant les ambitions russes, l'Autriche-Hongrie impose à la Russie, en cas de victoire, de reconnaître l'indépendance de la Roumanie, la Bulgarie et d'une partie de la Serbie. En échange de quoi, l'Autriche accepte l'annexion de la Bessarabie par la Russie et n'interviendra pas dans le conflit. Il n'est pas question pour l'Autriche-Hongrie d'accepter la création d'un grand État slave. C'est pourquoi l'accord prévoit aussi que la Bosnie-Herzégovine soit occupée par l'Autriche. Le problème dans tout ça, c'est que la Russie a beaucoup trop avancé. Elle a même atteint les faubourgs de Constantinople, la capitale ottomane. L'Empire ottoman signe une paix qui donne beaucoup de territoire à la Russie, plus que ce qui était prévu par l'accord avec l'Autriche. Toute l'Europe est en panique, forçant l'Allemagne à organiser un congrès en 1878. La Russie restitue une partie de ses conquêtes. La Serbie devient un royaume indépendant, la Roumanie perd la Bessarabie mais gagne une partie de la région de Dobroudja, mais l'Autriche obtient ce qu'elle voulait, l'occupation de la Bosnie-Herzégovine. Avec ça, l'Empire austro-hongrois ajoute 2 nouveaux peuples dans son territoire qui agrandit la famille des Slaves, les Bosniaques, avec une minorité de Serbes, et une nouvelle religion, l'islam. Cette situation ne plaît pas à la Serbie, qui souhaitait intégrer la Bosnie à son territoire, ce qui provoque des tensions avec l'Empire, qui se renforce encore après l'annexion de la Bosnie par l'Autriche-Hongrie en octobre 1908, malgré l'opposition de la Hongrie. Mais au fait, c'est quoi la différence entre une occupation et une annexion? La différence réside dans la nationalité. Lors de l'occupation austro-hongroise, les Bosniaques obéissaient à l'Autriche-Hongrie, mais restaient des sujets de l'Empire ottoman. En revanche, après l'annexion, les Bosniaques sont devenus des sujets de l'Empire austro-hongrois, au même titre que les Hongrois ou les Tchèques. Cette crise n'est pas la dernière, car ce n'est non pas une, mais 2 guerres qui éclatent, les guerres balkaniques. La première débute en octobre 1912 et oppose la Serbie, la Bulgarie, la Grèce et le Monténégro à l'Empire ottoman pour soutenir les Macédoniens qui se révoltent contre les Ottomans. La guerre s'achève le 30 mai 1913 avec la défaite de l'Empire ottoman qui doit céder toutes ses possessions en Europe. Et quel lien y a-t-il avec l'Autriche-Hongrie ? Eh bien l'Empire craint la Serbie, qui s'étend toujours plus dans l'espoir d'avoir un accès à la mer et de créer un État rassemblant tous les peuples slaves du Sud. L'Autriche a plusieurs fois menacé d'entrer en guerre, mais elle n'en a pas eu besoin, car les autres puissances européennes comme l'Italie ou la Russie ont encouragé à la diplomatie, et car la guerre revient vite, puisque les vainqueurs n'étant pas d'accord sur le partage des territoires, un nouveau conflit éclate en juin 1913, opposant la Bulgarie face à ses anciens alliés et la Roumanie. L'Autriche essaye d'intervenir, mais n'est pas soutenue par ses alliés allemands et italiens, alors elle se rétracte. La deuxième guerre balkanique s'achève par une défaite bulgare. La Serbie et la Grèce agrandissent leur territoire en Macédoine, l'Albanie devient indépendante, la Roumanie annexe la région bulgare de Silistrie, et la Bulgarie ne récupère que quelques cantons macédoniens. Quel bilan pour l'Autriche ? Il est plutôt mauvais, car la Serbie est devenue un État suffisamment puissant pour continuer son projet d'unification et devient un véritable obstacle à l'Empire. L'Autriche-Hongrie veut se débarrasser de la Serbie, mais comme c'est un allié de la Russie, c'est très risqué. Les tensions sont à leur comble, et il suffit d'une seule étincelle pour faire exploser cette poudrière qui est devenue l'Europe en 1914. Le 28 juin 1914, l'héritier de l'Empire François Ferdinand et sa femme sont assassinés par Gavrilo Princip, un nationaliste serbe qui souhaitait libérer les Serbes de Bosnie. C'est un énorme coup dur pour l'empereur François-Joseph, qui, âgé de 84 ans, et après avoir perdu sa femme et son fils, perd son neveu. L'Autriche-Hongrie accuse la Serbie d'avoir organisé l'attentat, ce qu'elle nie. Une crise politique s'ensuit entre les deux pays. Après s'être assuré du soutien de son allié allemand, l'Empire se prépare à la guerre. Il lui faut juste un prétexte pour se débarrasser de la Serbie. Pour cela, elle lance le 23 juillet un ultimatum à la Serbie. Elle lui ordonne de condamner les politiques anti-autrichiennes, d'autoriser l'Autriche à arrêter les complices de Gavrilo Princip et la participation de fonctionnaires autrichiens à la purge de l'armée serbe. Sinon, l'Empire envahit la Serbie. Cette dernière n'accepte que 8 des 10 conditions de l'ultimatum et mobilise son armée. Le 28 juillet, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. François-Joseph espère une campagne rapide pour empêcher la Russie d'agir. Sauf qu'il a oublié quelque chose. C'est qu'en déclarant la guerre à la Serbie, non seulement il entre en guerre contre la Russie, mais il entre en guerre contre la France et le Royaume-Uni. Et en plus, il embarque l'Allemagne dans tout ça. Vous l'avez compris, la Première Guerre mondiale vient de commencer. Tous les peuples de l'Empire s'unissent dans une ferveur patriotique rappelant l'union sacrée en France. Mais la double monarchie est mal préparée à la guerre.
Son armée compte 1 800 000 hommes. Trop peu par rapport aux 3 500 000 soldats français mobilisés rien qu'en 1914. Et en plus de cela, les soldats sont sous-entraînés et sous-équipés à cause du faible budget militaire. À tous ces éléments s'ajoute un mauvais commandement qui est responsable des premières défaites. En Serbie, le commandement n'envoie que des troupes de couverture qui se font rapidement écraser. Et sur le front russe, l'armée se fait submerger par les troupes russes. Les pertes sont lourdes et le corps des officiers se fait décimer. L'Autriche ne doit sa survie qu'à l'intervention de l'Allemagne et le ralliement de la Bulgarie, qui, ensemble, viennent à bout de la Serbie en novembre 1915. La situation s'améliore aussi face aux Russes, qui sont repoussés de Galicie. Ces succès redonnent espoir à l'Empire d'une victoire rapide, mais pas pour longtemps, car en mai 1915, l'Italie a rejoint le camp des Alliés et ouvre un nouveau front dans les Alpes autrichiennes. Et en août 1916, c'est la Roumanie qui lui déclare la guerre. Encore une fois, le pays ne doit son salut qu'à l'intervention allemande sur ces deux nouveaux fronts. Les offensives italiennes ne donnent aucun résultat, et l'armée roumaine, pas assez moderne, se fait vaincre par les forces austro-allemandes. Plus le temps passe, plus l'Autriche-Hongrie passe sous tutelle allemande. François-Joseph a même accepté un commandement unifié avec l'Allemagne, car son armée, qui a perdu plus de 750 000 soldats depuis le début de la guerre, ne peut plus gagner seule. Vous pensez que ça fait beaucoup à encaisser ? Eh bien c'est pas fini. Comme l'Allemagne, le pays est soumis à un blocus naval et des pénuries alimentaires apparaissent. Et en novembre 1916, François-Joseph meurt. C'est donc son petit-neveu Charles qui monte sur le trône. Il comprend que la guerre a assez duré et cherche à faire la paix avec la Triple Entente. En mars 1917, il rencontre le président français, mais les négociations de paix échouent, car l'Allemagne ne veut pas céder l'Alsace-Moselle et l'Italie maintient ses revendications territoriales en Autriche. Alors, la guerre continue. Et il y a quelques succès, puisqu'en décembre 1917, la Russie et la Roumanie signent un armistice. Ouf, voilà un problème de réglé. Mais ça ne résout pas le problème de la faim. Et à la famine s'ajoutent des grèves. Alors il faut vaincre l'Italie. Et vite, avant que les Alliés ne gagnent et n'imposent leurs conditions. Néanmoins, en 1917, l'entente a réussi à se faire un nouvel allié, la Grèce. Ce qui permet aux troupes françaises, anglaises et serbes de relancer l'offensive en Serbie. Le général Louis Franchet d'Espéré contre-attaque et fait capituler la Bulgarie en septembre 1918. Le mois d'après, ce sont les Italiens qui percent le front alpin à Vittorio Veneto. La situation est catastrophique. Les indépendantistes se révoltent et déclarent l'indépendance de leur nation. Les désertions se multiplient. Le peuple en a assez de la guerre et plus personne ne croit en la double monarchie. Face au désastre, l'empereur Charles, qui ne dirige plus qu'un empire fantôme, décide de signer un armistice avec les Alliés le 3 novembre. L'armistice étant signé, il faut maintenant régler le traité de paix. Et il est très sévère, puisqu'il officialise le démantèlement de l'Empire avec la création de nouveaux pays. La Tchécoslovaquie, le royaume des Croates, des Serbes et des Slovènes, qui deviendra plus tard la Yougoslavie, la Hongrie et l'Autriche, qui deviennent deux États séparés. La Roumanie gagne la région de Transylvanie, et la Galicie est donnée à la Pologne. En 1919 et 1920, l'Autriche-Hongrie signe séparément le traité de Saint-Germain qui dissout officiellement l'Empire austro-hongrois. Ainsi, en déclenchant la Première Guerre mondiale, l'Autriche-Hongrie a tout perdu. Son empire, sa couronne et la création d'une grande Serbie dans la Yougoslavie. C'est la fin d'une époque, celle des grands empires d'Europe centrale et des vieilles monarchies. Chacun des nouveaux pays suit sa propre voie. Et ça, c'est une autre histoire.